Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 3 et dernier épisode de l'année 2022 de Podcast Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, parlons engagement en culture, parlons engagement dans la production de films avec Julia Lyon, réalisatrice de Viril et Genre quoi, et avec François Charles, réalisateur de OPD. 2 documentaires et une série documentaire qui portent leur attention sur la Corse, les Corses et la diaspora. Alors, pour finir en beauté cette année, parlons genre, parlons sexualité et commençons tout de suite par la présentation de notre intervenante et de notre intervenant. Alors, moi, je suis François Charles, je suis né, j'ai grandi à Bastia. Après, je suis parti faire mes études sur le continent et j'ai fait des études de cinéma. D'abord un peu de sociologie et ensuite du cinéma. Parcours assez classique. Ce qui m'a amené à faire des films, c'était l'envie de raconter des histoires, principalement, et de travailler dans un milieu riche intellectuellement, qui m'ouvre un peu sur le monde. Je m'appelle Julie Allione, je suis une femme, j'ai 47 ans et je réalise parfois des films, mais mon métier principal c'est d'être directrice de casting. Voilà, ce que je peux dire de plus aussi c'est que je travaille beaucoup sur des questions politiques de territoire y compris en termes de corps. En Corse et maintenant à Paris, j'ai quitté la Corse il y a 8 ans. Et je suis à Paris maintenant depuis 8 ans. À 47 ans, il commence à être long, mon parcours. Il commence à être plein de circonvolutions. J'ai fait des études d'histoire après le bac à Nice. J'ai fait des études d'histoire pendant quelques années jusqu'à croiser sur mon chemin l'université de Paris 7, Jussieu, qui venait d'ouvrir en 97. Le premier, enfin celui que j'ai, en tout cas moi c'est la première fois que je voyais ça, je crois que c'était vraiment une des premières fois en France qu'il y avait des études de genre à la fac. Qu'on appelait pour l'instant seulement Gender Studies au Canada et pas du tout études de genre en France. Quel est ton parcours, Julie ? Non, j'ai été administratrice de compagnie théâtre, donc ça pendant 15 ans. Et puis le cinéma est venu me chercher relativement vite pour faire du casting, mais au début, j'ai été assistante un petit peu, puis je faisais un peu du casting pour des téléfilms, je faisais de la figuration, puis Mafiosa est arrivé. Mafiosa, il a fallu commencer à travailler de façon un peu sérieuse la question du casting. Et j'ai commencé à aimer ça du coup. J'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant. Et puis après, je suis partie à Paris, donc il y a 8-9 ans. C'est le moment à peu près où j'ai commencé à travailler avec Thierry de Perrette et on a fait Une vie violente ensemble. Et ça a ouvert des portes. Ça m'a permis d'accéder à des films qui n'étaient plus des films de territoire géographique, c'est-à-dire qui venaient. Avant, je faisais quasiment tous les films qui se tournaient en Corse. J'étais quasiment la seule ici, donc je me posais pas beaucoup de questions. Je faisais les films qui me plaisent, qui me plaisent pas, que ce soit un mauvais téléfilm ou un film d'auteur, que ce soit TF1 ou Bellatar, ça me paraissait être pas la même chose, mais le même travail. Et puis là, d'un coup, je me suis mise à bosser pour plutôt un territoire, non pas géographique, mais un territoire politique, c'est-à-dire avec des réals qui interroge le monde depuis les questions, depuis le triptyque race, classe, genre en fait. Et ce qui était sans doute la chose qui m'intéressait au fond le plus. Cette période-là, elle a coïncidé sans doute avec, pour moi, c'est-à-dire cette période-là, à la fin du casting d'Une vie violente, je crois qu'il y avait quelque chose qui commençait à devenir une frustration pour moi, qui était d'avoir passé 15 ans de ma vie à être un maillon de reproduction des normes de stéréotypes de genre, mais pas de normes, de stéréotypes de genre en Corse. Dans les téléfilms pour lesquels je bossais, il fallait des hommes virils, bruns, grands, trapus, pas très sympathiques, pas super intelligents. C'était ça qu'on me demandait en fait. Les femmes, si elles étaient blondes, ça paraissait pas crédible pour les réals qui venaient.
Et je crois que ça a fini par faire une espèce de somme de frustration d'être à cet endroit-là de reproduction, alors qu'il y avait des comédiens qui me passionnaient et qui avaient moins accès au rôle, par exemple, parce qu'ils étaient moins des stéréotypes de Corse, mais c'était des stéréotypes de genre avant tout, c'est-à-dire c'était un rapport à la virilité qu'on s'attendait à ce qu'ils aient. Et c'est comme si l'homme corse ne pouvait pas avoir autre chose ne pouvait pas être autre chose qu'un stéréotype de virilité. Alors qu'il y a plein de façons d'être viril quand même, il y a plein de façons d'être un homme, il y a plein de façons d'être corse, et que cette chose-là, elle finissait par me peser un peu. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire viril. C'est à partir de ça que c'est comme ça que ça a commencé. C'était d'abord l'envie d'interroger des personnes, d'interroger des gens sur la question de la virilité, sur la question du genre, mais depuis les stéréotypes qu'on avait en Corse. Et cette chose-là, elle passe par le fait qu'il y a des gens qui se roulent avec plaisir dans les normes de genre. Enfin, quand on parle de déconstruction, on ne parle pas d'éradication, on ne parle pas de tout foutre en l'air, on parle de penser les choses, de les réfléchir un peu. Et ce que j'ai aimé quand j'ai interrogé les personnes à qui j'ai parlé pour Viril, c'est qu'il y avait des hommes qui me disaient « Mais moi, j'adore être un homme, je prends beaucoup de plaisir à me comporter comme la société m'a proposé de le faire. » Et je trouve ça drôle et je trouve ça chouette, et je vis joyeusement en compagnie des autres hommes et en compagnie des femmes qui performent du féminin. Et il y en a d'autres pour qui c'était insupportable, insurmontable, mais il y en a pour qui c'était un vrai plaisir. Peux-tu nous parler de ton documentaire, François ? Est-ce que c'est ta première réalisation ? Non, c'est pas mon premier film. J'ai déjà fait des courts-métrages de fiction, relativement anodins, soit en autoproduction ou en toute petite production. Donc, c'est vraiment des films qui étaient plus des films quasiment étudiants, en fait. Et après, j'ai fait du documentaire professionnel, mais notamment en Corse pour Viasté, là, des documentaires justement sociétaux. Voilà. Mais OPD, c'est mon premier documentaire, je dirais, d'auteur. Voilà, c'est le premier film où je peux apporter je dirais, une réflexion artistique, à la fois parce que ça parle de quelque chose qui me touche personnellement, et aussi voilà, j'ai pu mettre à profit, je dirais, mes réseaux dans un certain milieu pour pouvoir retranscrire à l'attention du public une réalité qui n'a pas été documentée, pas été archivée. Donc voilà, c'est un projet un peu novateur parce que la thématique n'a pas été vraiment traité dans le champ des recherches cinématographiques. Et puis, à titre personnel, parce que je suis aussi militant LGBT et que je suis corse, homosexuel. Donc, évidemment, c'est un sujet qui me touche. Et alors, qu'est-ce qu'OPD ? Alors, donc, OPD, c'est une enquête que j'ai commencée en décembre 2016. Donc, on dira début 2017. Donc, c'est 5 ans d'enquête dans le milieu gay de Corse. Alors, quand je dis milieu gay, j'ai aussi interviewé des personnes bi et des personnes trans. Enfin, une personne trans en l'occurrence. Donc, ouais, c'est un film, c'est une enquête dans ce milieu, en Corse et dans la diaspora corse aussi sur le continent. Donc voilà, mon film couvre comme ça 800 km de territoire, de Paris, en passant par Bordeaux, Marseille et bien évidemment la Corse qui est au centre de tout. En 5 ans, j'ai recueilli les témoignages d'environ 50 hommes, gays, bi, une personne trans, une femme trans, une trans MTF de Corse, voilà, pour créer ce récit dans lequel moi aussi je me raconte, puisque je raconte pourquoi je fais ce film, pourquoi je suis allé au cinéma et à qui ce film est dédié. Donc c'est aussi mon témoignage. Les témoignages des autres sont enchâssés, je dirais, dans mon propre témoignage en tant que réalisateur. Voilà, et là, le film est monté. On est arrivé à une forme courte de 38 minutes où j'ai conservé, je pense, les témoignages les plus puissants. Bon, c'est aussi une question de moyens, de budget. Hein. J'ai dû malheureusement laisser de côté des témoignages qui étaient très intéressants et très forts, mais au vu du budget que j'avais, j'ai suis vraiment allé, j'ai dû trancher et conserver ce qui, moi, me paraissait le minimum, en tout cas, à dire sur la situation. On va parler plus amplement de ton documentaire, Julie. Parle-nous de Viril et de sa thématique. Viril.e.s, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2018, il est sorti en 2019, et qui explore
la manière dont un territoire, la Corse, fabrique du genre. Comment le fait de grandir en Corse, ou grandir dans l'idée qu'on est Corse, fabrique une identité de genre, fabrique une idée de ce qu'est être un homme corse, une femme corse, et comment on se tient par rapport à ça. Est-ce qu'on adhère à ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est tragique? Est-ce que c'est violent? J'ai interrogé pendant près d'un an une bonne 50aine de personnes, corses, toutes corses, sur ce sujet-là, sur comment la Corse leur a appris, le village, les parents, mais aussi ce qu'on dit de nous, c'est-à-dire la presse, la littérature, la culture, comment tout ça, ça leur a appris à se comporter en homme ou en femme, et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Parfois autre chose qu'être un homme ou une femme d'ailleurs. Comment as-tu sélectionné les profils et les questions pour ce documentaire ? Alors en fait, j'ai commencé par écrire, donc c'était au début une feuille, j'ai déposé à l'aide à l'écriture en Corse, on m'a dit ok, je me suis dit ça intéresse d'autres personnes que moi, incroyable. Moi je vais écrire, là, je me suis dit à écrire. J'avais pas spécialement écrit de questions, mais j'avais écrit un principe de film. Mon métier c'est directrice de casting, donc sélectionner des gens c'était un peu, je me suis même pas tellement posé cette question-là, mais chaque fois qu'il y avait que je croisais quelqu'un qui m'intéressait, je lui disais tiens tu veux pas que je te filme, et j'ai fait parfois des séances de films, de tournage avec une, deux ou trois personnes, mais ça durait toujours à peu près 1h30, puis c'était une discussion un peu improvisée. Je sais que je suis toujours partie de la même question qui était est-ce que tu peux repérer maintenant, à l'âge que tu as, la personne que tu es là maintenant, est-ce que tu peux repérer comment tu as appris en Corse à être un homme ou une femme, comment ton éducation t'a appris ça, et ou autre chose d'ailleurs, un homme, une femme ou autre chose. Et quand je dis ton éducation, c'est pas seulement celle de tes parents, c'est aussi celle du village, c'est celle aussi de la littérature, c'est celle aussi de la cour de récré, des profs, particulièrement en Corse, parce qu'on est une île, parce qu'on est quand même pas très nombreux, qu'on est très connectés les uns aux autres. L'éducation, c'est pas seulement les parents, il y a aussi, d'abord parce que la famille, elle est pas seulement papa et maman, il y a aussi les grands-parents, mais voilà, donc je posais la question de comment tu as appris à être un homme ou une femme ou autre chose, et à partir de la réponse, je tirais des films, mais j'avais un peu rien préparé. J'ai tourné comme ça pendant un an. C'était facile, hein, même ma caméra, de toute façon, je l'ai toujours avec moi, puisque mon métier fait que je suis toujours en train de filmer, je suis toujours en train de faire des essais pour des films, donc de toute façon, je l'ai toujours avec moi. J'avais un zoom. D'ailleurs, le son est vraiment dégueulasse dans le film, mais bon, c'était pas... Bon, voilà, je suis partie comme ça, et pendant un an, j'ai filmé un peu au fur et à mesure toutes les personnes qui me semblaient... avec lesquels j'avais envie de parler de ça, en fait. Et en fait, la question du genre, moi j'ai envie d'en parler avec tout le monde, parce que tout le monde a une construction, tout le monde a une identité, et tout le monde a à la fois un avis sur la question et aussi un point aveugle et un endroit de déni sur la question de comment on nous a appris. Non, moi c'est naturel. Bon, voilà. On est tous un peu ambivalents entre ce qui est naturel, ce qui est acquis, ce qui nous a été enfoncé dans le gosier comme une oie avec un entonnoir, ce qui nous a été inculqué à coup de trauma. Et c'est difficile en fait de faire la part des choses de tout ça. Et sans doute que ça m'intéressait même d'abord à titre personnel d'en parler avec des gens. Et alors toi, comment tu fais? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de demander aux gens, toi, comment t'as fait? Comment t'as su que t'étais une fille? Pourquoi t'as pas douté? Parce qu'on t'a dit que t'étais une fille, tu doutais pas? C'était ça mes questions que j'avais envie de poser en fait. Et au bout d'un an, on est entré en montage avec Léa Masson, qui, évidemment, le montage, c'est la moitié de la réalisation du film. C'est évidemment très important. Et au bout de quelques semaines de montage, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques paroles. Alors je suis retournée là pour le coup en tournage avec quelques personnes que j'avais un peu gardées sous le coude, justement pour si jamais il manquait des paroles. Et là j'avais des questions un peu écrites. Et les questions elles étaient écrites parce que le montage il s'est fait très simplement par... en fait, on a gardé. Il y avait tellement de gens passionnants, il y avait tellement de paroles passionnantes, il y avait tellement de choses drôles, de moments d'images, de moments où quelqu'un doute, réalise, pense, n'est pas content, n'est pas d'accord, est gavé par mes questions. Enfin, il y a tellement de choses belles comme ça que du coup, on a fait d'abord un tri entre ce qui appartenait au film et ce dont on ne pourrait pas se débarrasser, mais qui pourrait pas être dans le film. C'est devenu la série Genre quoi, mais on a fait d'abord ce tri-là. Et ensuite, le film,
une fois qu'on avait gardé tous les petits wagons comme ça du train qui étaient les wagons qui étaient obligatoirement dans le film parce que sinon je me suiciderais. Une fois qu'on avait tout ça, en fait, on les a juste assemblés et ils se sont assemblés de façon très organique en fait, c'est vraiment comme un puzzle qui se faisait tout seul. Et donc on voyait bien qu'il manquait des pièces au milieu. Donc on avait besoin d'un peu plus, de creuser un peu plus une question ou une autre, qu'on avait des trous. Voilà, donc c'est le seul moment où j'ai écrit la question, c'est ce moment-là. Et toi, François, est-ce que ça a été facile ou au contraire compliqué de trouver des personnes à interroger sur cette question? Alors justement, ça a été la grosse difficulté du projet, de recueillir cette parole, de libérer la parole. Pour te donner un ordre d'idée, si j'ai réussi à obtenir 50 témoignages, j'ai demandé à peu près au triple de personnes. Tu vois, donc déjà sur le triple, enfin, cette quantité-là, il n'y en a que 50 qui ont accepté de parler. Et sur les 50, il y en a 40 qui sont à visage découvert, pardon, à visage caché. Il n'y en a que 10 qui parlent à visage découvert. Donc, ça a été une contrainte aussi technique, parce que comment on met dans un film qui, par définition, est de l'image, juste du son, et comment on fait vivre ces témoignages qui sont anonymes, les voix sont modifiées, les personnes ne sont pas reconnaissables, et comment on illustre ça. Ça a été une vraie difficulté de libérer, recueillir cette parole et l'assembler et la mettre en image. Comment tu expliques que seulement 10 personnes sont à visage découvert? Ouais, il y a plusieurs facteurs. Déjà, ça donne, je pense, une idée de ce que c'est encore en 2022 sur des territoires hyper périphériques comme la Corse, l'enjeu de la visibilité. C'est là qu'on voit vraiment que ce n'est pas du tout gagné, malgré tout ce qu'on peut dire et entendre, pour beaucoup de personnes concernées. L'idée même de pouvoir assumer publiquement une orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle ou bisexuelle, ou une transidentité, c'est très compliqué. Voilà. Mais il y a aussi le dispositif qui est très intrusif, c'est-à-dire que parler face à une caméra, c'est quand même compliqué. Il faut être allé déjà au bout d'une espèce de détachement de son image, aussi peut-être d'une volonté de dire des choses de façon médiatique. Mais ça, c'est la toute petite minorité, c'est la pointe visible de l'iceberg. La réalité, c'est un énorme ensemble de personnes qui sont dans l'incapacité de pouvoir publiquement dire, pour X, Y raison d'ailleurs, hein, et de pouvoir dire qu'ils sont homo ou bisexuels. Ça peut être, je te dis, l'envie déjà de ne pas médiatiser ce qui est de l'ordre de la vie privée, ce qui se comprend, mais il y a aussi des pressions pour le travail. J'ai abordé beaucoup de personnes qui, par rapport à leur profession, ne pouvaient pas s'exposer, par exemple. Ça, c'est des personnes qui ont des engagements publics, par exemple. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que des personnes ne peuvent pas publiquement dire ben oui, moi je suis homosexuel ou bisexuel, parce que ça reste encore très compliqué. Les personnes visibles, la petite minorité de personnes visibles dans le film, évidemment, c'est des personnes qui n'ont plus maintenant à craindre soit des répercussions de leur entourage ou des répercussions professionnelles. Après, dans les anonymes, il y a des personnes qui vont assumer leur homosexualité, je dirais dans un cercle intime, par exemple, vis-à-vis de leur famille, etc. Pas forcément vis-à-vis des collègues du travail, et donc, a fortiori, pas devant un public de cinéma. Tu vois, donc il y a de tout. Et après, il y a beaucoup de mecs, mais ça, le film le montrera, qui sont juste dans l'incapacité de pouvoir le dire. Pas nécessairement parce qu'il y a, comment dire, il peut y avoir des risques pour eux, ça c'est une réalité, mais aussi parce ils sont dans un processus d'acceptation à un temps T qui fait que ce n'est pas possible de dire publiquement et officiellement qu'ils sont gays ou bi. Moi, j'ai essayé de faire un film qui soit une espèce de monographie, c'est un terme sociologique, ça aussi, c'est-à-dire un ensemble de portraits, entre guillemets, qui permettent de représenter l'éventail des complexités, de la complexité de cette identité. Ça va aller de la personne très assumée, militante, jusqu'à la personne qui vraiment se cache et vit son homosexualité dans la solitude absolue. J'ai des cas comme ça de gens qui savent ils sont homo, c'est leur désir, mais c'est impossible, ni leur famille, ni leurs amis, ils le vivent dans un silence et une solitude absolue. Et ils sont nombreux comme ça. Moi, j'ai travaillé sur les hommes
les hommes gays, bi, et j'ai fait une exception sur la question de la transidentité, mais si tu veux, je t'expliquerai après pourquoi. Mais simplement, c'était pas pour invisibiliser les lesbiennes, c'était parce que j'avais déjà pas accès à ces réseaux-là et je pense qu'il y avait un énorme travail à faire. D'abord, là où j'étais moi le plus légitime, là où je pouvais accéder à cette parole, et parce que je pense que notamment sur un territoire comme la Corse, les enjeux liés au genre, les enjeux de virilité, les enjeux, je dirais, des conséquences d'une culture patriarcale sur des hommes homosexuels, elles sont particulières et c'est ça que je voulais traiter. La question de la représentation, alors vraiment, j'y crois parce que je crois au cinéma, j'y crois comme on peut croire en Dieu. C'est un peu grandiloquent de le dire comme ça, mais j'y crois. La question de la représentation est une question qui a une responsabilité massive, déterminante dans la construction des êtres, parce on est quand même beaucoup dans une reproduction, dans une nécessité à faire partie du groupe. On est quand même terrifié à l'idée de sortir du groupe. Donc quand il n'y a pas de représentation de ce qu'on sent être, ou quand la représentation qui existe est une représentation humiliée socialement, comme l'homosexualité masculine l'a été longtemps, ou invisibilisée, comme l'homosexualité féminine l'a été pendant longtemps, alors du coup, c'est compliqué de trouver un chemin qui est propre sans passer par soit par quelque chose qui est violent contre soi, soit passer par une provocation. Moi, je suis beaucoup passée par la provocation, par exemple. J'étais très provoque. François, peux-tu nous parler de ta méthode d'interview? Les questions étaient-elles faites sur mesure? Ouais, ça a été un work in progress parce qu'au fur et à mesure aussi, j'ai amélioré, si tu veux, comment dire, ma méthodologie. C'est-à-dire que dans les premiers temps, c'était vraiment des recherches très informelles pour écrire, en fait, et pour commencer à écrire un film. Donc, c'était les premiers contacts, les premiers entretiens, uniquement avec un enregistreur sonore qui étaient plus des conversations que j'avais. Donc ça, après, je me suis ravisé, par exemple, parce que j'ai toujours procédé par accumulation de matière, montage, accumulation de matière, montage, pour voir qu'il y avait des choses qui, dans la réalisation, alors au son et après à l'image, fonctionnaient pas. Par exemple, dans les conversations que j'avais, je parlais beaucoup, moi, et je parlais avec les intervenants. Ça, après, j'ai recalibré ma méthode d'entretien pour vraiment juste poser des questions, laisser le temps à la personne de formuler sa réponse, ne serait-ce que techniquement pour avoir du temps de faire des coupes. Si tu veux, dans un premier temps, je voulais créer un rapport de sympathie et de confiance avec les témoins pour les amener à parler. Et donc, ça nécessitait aussi que je me livre un peu pour faire connaissance, puisque c'était beaucoup de mecs que je rencontrais via les applications que je ne connaissais pas. Donc, je mettais un enregistreur et on parlait. Voilà. Et ils oubliaient la présence de l'enregistreur. Et après, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas vraiment comme ça, si ce n'est que j'ai pu extraire des phrases hyper importantes dans le montage. Mais au fur et à mesure, j'ai recalibré pour vraiment faire plus de l'enquête à base d'entretien, qui certains, jusqu'à la fin, étaient préécrits. Tous les entretiens qui sont à l'image du film, ça, on les a fait avec une équipe technique, donc un opérateur de prise de vue. Là, effectivement, le questionnaire, il était écrit à l'avance. Tu vois, je savais précisément parce qu'on avait déjà, par exemple, Jessica, mon amie Jessica, qui est donc l'exception trans du film. Je crois qu'on a dû faire 3 entretiens avant l'entretien final. Tu vois. C'est pour ça que ça a été très, 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 très long. Et il y a des entretiens qui sont dans le film, notamment les entretiens sonores. Ça a été en one shot. Voilà, ça a été, certains, je les ai faits dans une voiture à la Marane ou à la zone de l'aéroport à Ajaccio. Tu vois, c'était des choses comme ça. C'était pris sur le vif. Donc, il y a de tout. C'est très disparate. Mais la méthodologie, elle a progressé. Oui. Et ça m'a, en tant que réalisateur et documentariste, évidemment, ça m'a beaucoup appris. Puis il y avait autre chose qui était pas mal, c'est qu'en fait, j'ai interrogé tout le monde juste avant MeToo. Et que du coup, comme en plus on a tendance enfin, voilà, à voir les choses qui arrivent un peu avec du retard ici, euh, j'ai eu le privilège de pouvoir parler de ça avant que plein de gens s'autocensurent en se disant merde, je vais dire une connerie parce que je peux blesser quelqu'un en disant ça. Je suis très contente qu'on se censure, hein, qu'on puisse plus rien dire. Moi, je suis très contente, hein. Quand quelqu'un me dit ça, je dis bah, Erad, un point, si on peut commencer à réfléchir avant de parler, mais alors super. Pour autant, je trouvais ça super
que tout le monde puisse parler avec un peu de spontanéité et de plaisir à réfléchir sur ces questions-là, sans avoir peur, euh, sans avoir peur de dire une grosse connerie. Et du coup, on a tous dit, et moi y compris, hein, puisque je suis à l'image, puisqu'on m'entend, on a tous dit des grosses conneries. Qu'est-ce qui t'a aidé, François, ou au contraire mis en difficulté dans la production de ton documentaire? Non, ce film, il a été possible grâce à toutes les personnes qui l'ont rendu possible. Un film, c'est évidemment un travail collectif. Il y a beaucoup de personnes dans l'ombre et ça commence par les partenaires institutionnels qui financent. Donc, en l'occurrence, OPD, il est aidé par la collectivité de Corse. Donc, il y a tout un ensemble de personnes qui travaillent à la collectivité, qui sont des partenaires institutionnels, qui travaillent en fait main dans la main avec nous pour défendre des projets et pour défendre des sujets. Et puis, il y a évidemment mes productrices, il y a évidemment toutes les personnes qui ont accepté de témoigner. Le film n'aurait pas pu se faire sans leur courage, et tous les techniciens avec qui j'ai travaillé qui sont aussi associés. Donc, c'est un ensemble, c'est un vrai travail d'équipe. Alors, même si le réalisateur, c'est un peu je dirais, le capitaine du navire qui doit naviguer par monts et par vaux dans les tempêtes pour aller de port en port, et c'est difficile. Et justement, c'est particulièrement difficile quand il y a une carence, quand il peut y avoir des carences de soutien institutionnel. Donc oui, c'est le moment vénère. Moi, je suis assez furieux, en fait. C'est un des accords qu'on a avec mes productrices sur le sujet, mais moi, je trouve que les institutions centrales d'aide au cinéma, en fait, ont vraiment pas joué le jeu sur ce film, et je suis révolté. Au-delà de moi qui ai travaillé vraiment dans des conditions que je trouve vraiment rude. Je me suis mis quand même en danger un peu économiquement sur ce film. Alors, il y a aussi ma famille, hein, une fois de plus, qui a pu m'aider quand c'était difficile. Mais je veux dire, déjà, le film en lui-même, il était compliqué. Il était dur parce que sortir cette parole, ça a été compliqué. Travailler économiquement dans des conditions en plus difficiles, ça rajoute de la complexité. Et d'avoir une carence de soutien institutionnel sur un projet de cette nature, qui est un peu le premier film hein, qui vient vraiment défricher la question, ben, ça me révolte. Ça me révolte même, oui, pour moi, mais aussi pour toutes les personnes que ce film représente. Et je me dis qu'il y a vraiment un manque d'intérêt des institutions centrales pour la Corse. Si on ne représente pas la Corse, si tu veux, soit à travers la violence politique, politico-mafieuse, ou dans le retour au village, ou tu vois, cette espèce de fascination pour la Corse, pour les décalages culturels qu'il peut y avoir entre la Corse et le continent. Si tu sors un peu de ça, moi j'ai la sensation que les institutions soit ne comprennent pas, soit ne voient pas l'intérêt. Effectivement, il y a des différences presque anachroniques. Si tu veux, quand on est à Paris, dans le milieu culturel parisien, avec une réalité sociologique qui est celle que connaît Paris, ça peut paraître très anachronique qu'il y ait encore des personnes sur certains territoires qui ne peuvent pas dire « Ah ben non, je suis gay ». Tu vois, mais c'est des différences de temporalité. Et moi, je le prends, si tu veux, ce manque d'intérêt pour ce projet-là des institutions centrales comme une marque de mépris pour les personnes que je défends et que j'ai voulu défendre à travers ce film. Voilà, mais après, attention, hein, il faut aussi se remettre en question. Peut-être que la façon dont j'ai présenté le projet, il y a des choses aussi peut-être qui sont simplement de l'ordre de la lecture de comités techniques où ce n'était pas bien écrit, etc. Mais au-delà de ça, je veux dire, je vois qu'il y a des films quand même sur la question de l'homosexualité ou la question LGBT sur des territoires jugés sensibles qui sont aidés. Voilà, ou à l'international aussi depuis la France. Mais je me dis, en fait, la Corse, c'est l'angle mort de la conscience LGBT en France. Peut-être il y a un réalisateur qui propose de travailler sur le sujet. C'est quand même déjà très compliqué. Je ne comprends pas, quoi. Qu'est-ce qu'il faut, en fait voilà, donc je suis assez révolté par rapport à ça. Et j'espère surtout que, voilà, une fois que le film sera fait, s'il a des sélections en festival, et la promotion du film me permettra quand même d'interpeller des institutions, notamment le Centre national de la cinématographie, dont la fonction est de créer comment dire, la mémoire collective, de créer des fonds d'archives collectives, d'une mémoire collective. Ou alors la Corse n'appartient plus à la nation française, mais qu'on soit clair à ce moment-là. Tu vois, il y a un truc… voilà. Donc, c'était le moment vénère. Je précise, quand je crie sur les institutions, c'est parce qu'une carence de moyens financiers. Si j'ai fait un film qui est en fait un court-métrage, 38 minutes, on est dans le moyen court, je dirais, c'est parce que si je n'ai pas eu de budget, alors que j'avais accumulé la matière, si tu veux, pour faire plus long.
Alors peut-être que trop long, ça aurait été moins bien. Enfin, on verra comment le film sera perçu. Mais il y a aussi une limite, si tu veux, économique, à un moment donné, qui s'est imposée à moi. Voilà. Et parce que si certains organismes n'ont pas soutenu le projet. Quels sont les retours que tu as eus, Julie? En Corse, il y a eu très peu de projections, par contre. Il a circulé, je crois, un peu sous le manteau, les DVD, les liens sur Alindi, toutes ces choses-là. Par contre, il y a eu très peu de projets. Quand il y avait des projets, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était pas toujours. Ça n'a pas toujours fait place à un débat. Voilà, bon. En revanche, sur le continent, ça a beaucoup tourné. Les gens sont beaucoup venus le voir et il y a eu beaucoup de débats. Bon, c'est comme ça. Je l'ai montré en prison, je l'ai montré dans les écoles, il a circulé dans des festivals, dans des festivals en plus dans lesquels j'étais vraiment très très heureuse qu'il soit sélectionné, comme Chéri Chéri, comme In and Out. Enfin voilà, il y a eu des festivals super et du coup il y avait vraiment des gens dans la salle qui sont des personnes engagées, qui avaient vraiment envie d'en discuter après et ça c'était vraiment très très chouette. Mais d'en parler avec les gamins par exemple en lycée, ça c'était génial, génial. Et surtout en banlieue parisienne, avec des gamins qui n'étaient pas du tout corses, pas du tout concernés par cette question-là, et puis de se rendre compte, là où il y avait des passerelles entre les deux, qui était l'adolescence en fait. La passerelle, c'était le patriarcat, et ça, la passerelle, on peut la mettre de façon un peu large partout dans le monde. Euh, donc voilà, les retours ont été très 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 bons. Je crois que je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons en vrai. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de fil à retordre. Euh, je sais qu'en Corse, il y a des retours qui m'ont été faits parfois, je pense par des gens qui n'ont pas reçu ce que j'avais essayé de dire, ça veut dire que je l'avais mal dit, enfin voilà, mais qui s'arc-boutaient sur la question de l'identité corse, justement, en disant ah mais non, nous en Corse, on n'est pas comme ci, on n'est pas comme ça, et qui du coup, pour lesquels la question du genre n'est pas parvenue, enfin ça a fait écran la question de la Corse. Voilà, ça pour le coup, ça n'a pas jamais été le cas sur le continent, c'était vraiment juste ici qu'il y avait ça. Euh, puis voilà, donc les retours ont été très chouettes. J'ai eu des gens qui m'ont écrit, des gens m'ont dit des choses sur les réseaux sociaux. Et ça, faire un film, c'est génial pour ça, en fait. C'est que d'un coup, on se met à avoir des liens avec des inconnus, des personnes qui sont totalement inconnues, puis quelqu'un qui envoie un message en disant mais moi j'ai vu ces images, ça m'a fait réfléchir, ça a changé mon point de vue, j'y pense encore, ça fait 3 mois que je l'ai vu, j'y repense. Moi, ça me met face à. Enfin, j'ai l'impression d'être toute petite et d'avoir une grosse responsabilité, quoi. J'ai l'impression de devoir, je sais pas, conduire une voiture et d'avoir 4 ans. C'est vraiment, mais c'est très jouissif, c'est très agréable. Mais c'est très impressionnant. Ça, pour moi, c'est très impressionnant. Et puis, le dernier retour très beau qui m'a beaucoup touchée, c'est que je suis en train de développer un autre projet. Et quand j'ai écrit le projet, j'ai demandé au CNC, qui est quand même l'institution du cinéma français, la plus haute institution, on va dire, euh, et que quand j'ai déposé pour l'aide à l'écriture, j'ai eu l'aide à l'écriture du CNC à l'unanimité et que le jury m'a dit on a vu Viril et voilà, enfin, le jury disait on a beaucoup aimé votre proposition et il y a quelque chose qui nous semble très singulier dans votre travail et qu'on a envie de soutenir. Et ça peut-être c'était euh, il y avait le moment où il y avait quelqu'un qui me donnait la voiture à conduire à 4 ans, puis là il y avait la maîtresse qui me disait c'est bien, t'as fait un bon travail. Et ça c'est pas mal en fait. Finissons l'année et l'épisode avec vos notes positives de fin. Je pense que le positif, je le verrai avec le public et comment le film sera perçu et la vie qu'aura ce film. Là, on est encore quelques mois avant sa sortie, donc c'est un peu difficile. J'ai encore en tête principalement la complexité, la difficulté, mais je pense qu'une fois qu'on a accouché, moi j'ai accouché d'un bébé éléphant, là je pense qu'on peut être effectivement fier, voilà. Et j'espère, et je pense que déjà ce film c'est un signe que, mine de rien, il y a une volonté politique et collective en Corse d'avancer sur ces sujets-là. Donc je sais que pour les jeunes personnes, c'est surtout les jeunes, moi maintenant j'ai 38 ans, et j'ai fait tout le cheminement qui m'a permis de m'accepter. Si ce film permet à des jeunes de mieux se sentir, d'être un peu plus libérés, si c'est une petite brique dans un effort collectif pour qu'on vive tout simplement mieux ses identités, quelles qu'elles soient, ben, pour moi, le pari il sera gagné. Voilà. Bah, je crois que si j'ai envie de penser à une note positive, je vais penser aux Zitel et Inzerga
moi, qui m'ont bouleversée, au témoignage de ces jeunes gens, garçons et filles, qui ont pris la parole de manière à la fois tellement libre et courageuse. Et en même temps, c'est compliqué de dire que c'est une note d'espoir parce que ça l'était il y a 2 ans, 1 an, quand ça s'est produit. Et que, bon, voilà, il y a des choses enfin, j'aurais aimé que ça ait des conséquences plus radicales dans leur sens à elles et eux. Mais oui, je suis une vieille bonne femme, moi, maintenant, ce qui est très agréable, c'est un grand soulagement à plein d'endroits. Et je suis très heureuse de voir toute cette jeune génération se poser des questions, essayer de respecter un peu les désirs les uns des autres, les désirs de construction, les désirs aussi Alors ça passe par des excès, ça passe par des extrêmes, ça passe par des choses qui sont insupportables pour plein de gens, ou par des choses qui sont parfois un peu risibles ou ridicules. C'est pas grave, je trouve ça super, je trouve ça super nécessaire que ça passe par là. Je trouve ça très bien qu'on se demande avant de se toucher maintenant, et qu'on commence à en être là, et qu'on se demande avant qu'on se dise, est-ce que tu as envie de ça, est-ce que ça te convient qu'on fasse ça, et qu'on se mette à le mettre tout comme un rituel dans nos échanges tout le temps. J'ai l'impression que ça commence à exister un peu chez plein de gens, et j'ai l'espoir que ça fasse tache d'huile et que ça devienne une norme, qu'on fasse attention à ce qui est possible avec le corps de l'autre. Quand je dis le corps de l'autre, c'est y compris dans sa pensée. Et quand je dis le corps de l'autre, c'est pas que une histoire de sexualité. Quand je dis ça, c'est comment je pense ton corps, comment je regarde ton corps, comment je traite ton corps. Quand ton corps est différent du mien, de le traiter comme quelque chose que je respecte et qui a autant de valeur que la mienne. Pas plus, pas moins. Ça, j'assiste un peu à ça. J'ai l'impression que quand moi j'avais 20 ans, je ne l'ai pas vu en tout cas. Ça, j'aime bien. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec Julie et François, car ils et elles traitent des sujets qui me tiennent à cœur et tiennent à cœur au podcast, le genre et la sexualité. 2 documentaires et une série à regarder absolument et à partager, car ils parlent de Corse et des Corses. Ils parlent aux Corses sur des sujets encore trop peu abordés et pourtant passionnants. Alors que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 4e épisode de Podcast ou Sexiste, où est le dernier épisode de l'année 2022. Alors on se donne rendez-vous en 2023 et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste. À bientôt.